Mais j'ai une question justement, vu que toi t'étais beaucoup dans les études aussi avant quand t'as commencé à danser, et c'est des études à haut niveau intellectuel, enfin ça demande un gros bagage, tu vois. Ouais, non, c'est pas de la merde quoi, tu vois, enfin tu dois bosser. Oui, mais tu vas pas sauver le monde avec de la philo. Mais, non, ça c'est clair. Mais bon, voilà, qui va sauver le monde. Mais tout ça pour dire, genre, ce que je veux dire, c'est que t'avais pas peur justement de te faire, tu vois, parce qu'il y a une attente, tu vois, sur les étudiantes de philo, d'être des têtes, des intellectuels, et du coup pas des meufs superficielles, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Mais je n'aurais pas dit ce que je faisais. J'ai juste commencé à... j'en ai parlé un peu au sein de la fac de japonais que je faisais de la danse à côté et que je m'investissais de plus en plus. Et là, au début du mois de janvier, j'ai eu une prof qui vient me parler, qui me demande comment ça se passe dans ma vie et tout. Je lui explique, je lui dis, oh, tout va bien. En danse, j'ai plein de projets pour cette année et tout. Je lui en parle vite fait. Et elle me sort, non, mais j'espère que vous n'allez quand même pas laisser tomber vos études. Ce serait dommage. Elle me juge plus que ma mère. Non, mais en fait, cette prof, c'est ta mère. Genre... non, s'il vous plaît, non. Mais enfin voilà, tu vois, les gens posent des attentes sur toi sans te demander ton avis. Ouais. Ben, je crois que je sais pas si tu veux raconter cette anecdote, je pourrais couper au pire, mais genre, c'est l'une des premières fois où on a parlé ensemble, tu m'avais raconté la réaction d'une de tes camarades qui était hyper violente. Oui, parce qu'on parlait de féminisme et cette gentille fille m'avait dit que j'avais pas le droit de me considérer comme féministe ni de défendre la cause des femmes parce que je dansais à moitié, dénudée et que je faisais des mouvements très explicites avec mon corps. Ok. Quel est le rapport ? Et du coup, tu n'es pas féministe. Non. À ce partir de là, la carte du féminisme t'est enlevée. Tu es exclue. Voilà. Excommuniée du féminisme. Je n'ai plus le droit de siéger à l'Assemblée. C'est ça, qui n'existe pas. Mais voilà. Non, mais ça me rappelle un truc, c'est qu'il y avait un pote de mon ex un jour qui, effectivement... me demandait avec une grande naïveté, parlait d'une nana qui était un peu à poil sur les réseaux, qui était en maillot de bain, un truc comme ça, tu vois, genre voilà. Et il disait, ouais, mais comment tu veux comment elle peut être féministe et en même temps, tu vois, accepter d'être objectifiée ou chercher à être objectifiée, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est une mauvaise question, elle est mal tournée, tu vois, c'est pareil pour toi et un truc, en fait, on va vite fait faire un tour féminisme, mais genre... idéalement, dans un monde idéal, il n'y a pas besoin, de défendre la cause des femmes parce qu'elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent et elles ne sont pas jugées pour, etc. Parce que le slut-shaming, clairement, il y a un truc là-dessus, Kelly, mais voilà. Mais pour ça, il faut déjà accepter qu'elles puissent porter ce qu'elles veulent, faire n'importe quelle activité, plus ou moins sexuelle ou pas. Il y a beaucoup de débats aussi sur le travailleuse du sexe, tu vois. Oui. C'est beaucoup lié aussi sur... le fait que ça te salit, effectivement, que tu veux pas être associé être une travailleuse du sexe, à une prostituée, que ce soit prostituée ou strippeuse, peu importe, tu vois, voilà. Parce que c'est la mauvaise femme, c'est pas des féministes. Satan, elles vendent leur corps, alors qu'en soi, pour moi, particulièrement pour les travailleuses du sexe, c'est un peu un des moyens dans cette société patriarcale de... gagner de l'argent et du coup gagner du pouvoir et de l'importance parce que ce sera que les femmes qui seront les mieux payées dans ce milieu-là. Donc voilà, ça me fait marrer que ce soit pas légal en France par exemple parce que justement ça leur coupe un peu... Ouais, non mais c'est totalement débile parce que tout le monde sait que ça existe et tout le monde sait que si demain les prostituées et les stripteaseuses disparaissaient de la surface de la France, il y aurait beaucoup de gars malheureux. Ouais, ce serait un petit peu les nerfs pour beaucoup de gens, voilà. Oui, non mais même les députés, je pense qu'ils ont des escortes, des trucs mais comme ça, c'est clair. Donc ils seraient tristes. Les pauvres. Mais c'est surtout ce qui me fait chier, c'est qu'on leur donne pas on les met dans des situations hyper précaires, tu vois ce que je veux dire, dans des situations pas de sécurité sociale, pas de congé, tu vois, genre c'est l'horreur quoi, genre voilà. Faudra faire un épisode sur les travailleuses du sexe. Ah ouais, non, c'est clair, c'est hyper intéressant comme sujet et c'est très injuste, particulièrement en France. Voilà, surtout qu'il y a l'Allemagne à côté qui a des maisons closes ouvertes, c'est marrant à dire, mais voilà. Oui. Alors pour terminer cette partie d'analyse pratique du slut-shaming, nous avons encore des anecdotes. Ouais, alors moi je parle juste d'une anecdote de quelqu'un, d'une connaissance effectivement qui avait peur de manger une banane sur son lieu de travail, en public en fait, elle se cachait pour aller bouffer sa banane parce que
direct, voilà, on voit à quoi ça a fait penser, hein. Il faudrait même pas, c'est la pression, parce qu'il faudrait même pas que les gens pensent qu'elle puisse, et encore moins en public, tu vois, et c'est une banane, les gars. C'est un fruit. Ouais. Non, mais j'avais une technique à un moment donné quand je mangeais, par exemple après le sport, quand tu prends une banane sur le chemin, ouais, je la coupais avec mes doigts et hop, je prenais comme ça. Ouais. Mais, c'est vrai que j'ai déjà fait mais ça. après, en fait, ça m'a saoulée parce que t'as les mains sales et tout, c'est chiant. C'est pas une façon pratique de manger des bananes, hein. Non, tu gobes, c'est plus simple. Et en fait, quand j'étais en Guadeloupe il y a quelques semaines, je mangeais une banane sur le marché. Et il y a un gars qui passe à côté de moi et qui me regarde, mais vraiment avec un regard vicelard, tu sais, et qui me sort un « Ah, vous, ça se voit, vous savez comment les manger ?» J'ai écarquillé les yeux et j'ai tracé ma route, parce qu'en fait, sur le coup, t'es déstabilisé quand on te balance ce genre de réflexion. Ouais, t'es dans la tétanie, en général, t'es genre... Oui, ouais. Qu'est-ce que je fais après? C'est ça. Voilà, c'était l'anecdote. Ah bah ça fait plaisir à entendre, hein. Voilà. Sur ces belles paroles, nous allons nous diriger vers la fin de ce premier épisode. Mais avant de partir et de vous laisser méditer sur le slut-shaming, un petit point où on s'intéresse principalement en général aux 3 premières lettres. Olivia, as-tu des références culturelles ou des découvertes littéraires, musicales, cinématographiques à partager? Oui, bien sûr, très intellectuelle Olivia aujourd'hui. Non mais oui, il y a Lil Mariko du coup, le morceau, l'artiste du morceau que j'ai choisi, qui est une artiste qui parle beaucoup de cul et qui correspond du coup à cette nana un peu bitch, un peu voilà, salope mais qui est fière de l'être, etc. Et qui parle en même temps beaucoup effectivement du fait que elle chie sur les hommes, principalement, elle parle beaucoup de dick pic, de ce truc, mais d'une façon très marrante, genre voilà. Et je l'aime aussi énormément parce qu'elle scream dans ses chansons. C'est-à-dire qu'il y a des parties très chantées, et puis des parties vraiment, elle gueule sa mère sur son gars et tout, elle lui dit je vais te marcher sur la bite, enfin voilà, c'est vraiment, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça... Catharsis quoi. On remercie Aristote pour ce magnifique concept qui est utilisé à merveille par les Marocains. Voilà. Ok, moi j'en ai déjà parlé avant aussi, c'est Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet. Un livre qui se trouve au format de poche chez les éditions Pocket. Bibliothécaire, l'enfant là. C'est vrai en plus. Mais oui, c'est un de mes livres de philo préférés. Oh. Et en plus, c'est une femme qui l'a écrit. Hein, ça change. Ça change. Des hommes morts. C'est vrai. Mais oui, j'aime beaucoup cet ouvrage parce qu'il interroge les termes de masculinité, de féminité et de virilité dans notre société actuelle, et aussi l'ambivalence qu'on a dans l'image de la féminité, où on ne sait pas vraiment ce que c'est, s'il faut être un peu pétasse ou pas trop, ou se comporter comme une vierge, ou enfin voilà quoi, on est un peu perdu. Et c'est justement remettre en question tout ça, et chercher des possibilités de créer des nouveaux modèles, même si c'est long et difficile, hein. C'est pas facile. Oui. Voilà. Sur ce, après beaucoup de bavardage, nous vous disons à bientôt, faites des bisous. Bisous. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Métapétasse. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur Instagram, il y a le lien en description de l'épisode, ou alors en cherchant directement @métapétasse_podcast. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos anecdotes en DM, les histoires que vous avez vécues où vous étiez confrontés à des remarques de type slut-shaming, autres remarques misogynes, des insultes, etc., que cela venait d'un homme ou d'une femme. Et avant de vous quitter, un dernier petit cadeau, les petits bloopers. 1, 2, 1, 2, ceci est un test micro. Disquette 1. Si t'étais une abeille, j'aurais bien aimé que tu me butines. Ton père travaille chez Nintendo, si j'en crois ton corps de DS. Alors, pour le premier épithète... Ça commence...